C'était un dîner de famille ordinaire, le genre qu'on n'annonce pas vraiment à l'avance, mais qui finit toujours par durer 2 heures de plus que prévu. La nappe blanche légèrement froissée, les assiettes encore chaudes, sorties du four, et cette odeur de poulet rôti qui envahissait toute la maison depuis le milieu d'après-midi. Mon frère avait mentionné quelque chose à table, une bonne note, un commentaire positif d'un professeur, je ne me souviens plus exactement des détails, et toute la table s'était littéralement arrêtée. Les fourchettes posées, les verres en suspens, les visages tournés vers lui avec cette sorte d'attention collective que je n'avais jamais vraiment connue pour moi. Ma grand-mère Margaret s'était penchée vers lui, les yeux plissés par un sourire sincère, et elle avait dit très doucement « Celui-là, il ira loin ». Mon oncle avait levé son verre, ma tante Jessica avait sorti son téléphone pour immortaliser le moment. Et moi, j'étais assise à l'autre bout de la table, entre une assiette de haricots verts et ma cousine Emma qui ne levait pas les yeux de son portable, en comptant silencieusement combien de fois j'avais entendu cette phrase au cours des 5 dernières années. Ma mère m'avait regardé une fraction de seconde, pas avec de la malveillance, vraiment pas, juste avec ce regard distrait qu'on pose sur les choses familières qu'on ne pense plus à questionner. Puis elle avait reporté son attention sur mon frère et la conversation avait continué sans moi, comme une rivière qui contourne un caillou sans s'y arrêter. Personne ne m'avait demandé comment se passait ma dernière année. Personne ne m'avait posé de questions sur mes projets, mes candidatures, les dossiers que j'avais passé des semaines entières à préparer dans ma chambre, souvent après minuit. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était de l'inattention. Et parfois, l'inattention pèse plus lourd que n'importe quelle insulte. Ce soir-là, j'avais bu une gorgée d'eau et regardé la nappe froissée sans rien dire. Ce qu'il ne savait pas ce soir-là n'avait rien d'impressionnant à première vue. C'était simplement quelque chose que je n'avais encore dit à personne. Ça avait commencé bien avant ce dîner-là, à vrai dire. Ça avait commencé à l'époque du lycée, quand j'avais annoncé à ma famille que je voulais m'orienter vers les sciences. Pas la médecine, ce que tout le monde attendait d'une fille qui travaillait bien dans ma famille, mais les sciences pures, les mathématiques, la physique. Mon oncle avait ri, pas méchamment, juste de ce rire condescendant des gens qui pensent te rendre service en te ramenant à la réalité. Les filles n'ont pas besoin de diplôme en STEM, avait-il dit, en continuant à couper sa viande comme si ça ne méritait même pas une vraie conversation. Ma tante Sarah avait ajouté, avec toute la douceur du monde, « Tu pourrais faire quelque chose de plus pratique, non ? Quelque chose qui te laisse du temps pour une famille plus tard ?» Je me souviens d'avoir regardé mon assiette ce soir-là aussi. Il y avait quelque chose dans leur façon de parler de mon avenir, avec une telle certitude, une telle légèreté, qui me donnait l'impression d'être une décision déjà prise par d'autres, et non une vie que j'étais en train de construire moi-même. À l'école, les choses n'étaient pas forcément plus simples. Mes professeurs me trouvaient sérieuse, mais cette qualité-là n'impressionne pas grand monde quand ton frère aîné est passé dans le même lycée 2 ans avant toi et qu'il y a laissé une réputation suffisamment brillante pour que tout le monde t'attende au tournant. « Tu es la sœur de Marc ?» C'était la première chose qu'on m'avait dite en cours de physique. Pas mon prénom, pas une question sur moi, juste ce positionnement, comme si mon identité avait besoin d'être ancrée à quelqu'un d'autre pour exister. J'avais répondu oui, souri poliment et ouvert mon cahier. Il y avait quelque chose qui se construisait en moi à cette époque-là, silencieusement, et je n'en parlais à personne. Mon frère s'appelait Marc, et Marc était vraiment intelligent. Je tiens à préciser ça parce que ce serait trop facile de le transformer en antagoniste, et ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Marc travaillait bien, il était sociable, il avait ce genre de présence naturelle qui fait que les gens l'aiment sans qu'il ait besoin d'y mettre d'efforts. Ce n'était pas sa faute si notre famille avait décidé d'en faire l'étalon par lequel tout le reste devait être mesuré. Les comparaisons n'étaient jamais brutales, elles étaient douces, presque tendres, ce qui les rendait encore plus difficiles à digérer. Marc a eu ses résultats, tu as eu les tiens ? Avec ce petit ton qui impliquait déjà la réponse attendue. Ou bien, ton frère pense à des universités importantes, toi tu as réfléchi ? Sous-entendu, réfléchis à quelque chose de plus raisonnable, de plus à ta portée. Ma cousine Emma m'avait confié une fois, en chuchotant dans la cuisine pendant un repas de Noël, qu'elle avait renoncé à ses ambitions de médecine parce que sa mère lui avait répété pendant 2 ans que c'était trop dur pour une fille qui veut aussi avoir une vie normale. Elle avait dit ça sans amertume, comme un fait établi. Ça m'avait serré dans la poitrine d'une façon que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Ma grand-mère Margaret n'était pas méchante, elle était de son époque, sincèrement, avec tout ce que ça implique.
Elle pensait me protéger quand elle suggérait que l'université communautaire était plus adaptée à ce que je cherchais. Elle ne savait pas ce que je cherchais. Et honnêtement, à ce moment-là, je n'en étais pas encore tout à fait sûre moi-même non plus. Mais je savais qu'il y avait une liste de noms sur mon ordinateur, une liste que je n'avais jamais partagée avec personne et qui prenait depuis plusieurs semaines une forme de plus en plus concrète. Il y avait une période, vers la fin de ma première année de terminale, où je me levais tous les matins à 5 heures. Pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, pas parce qu'un professeur m'y avait encouragé, juste parce que j'avais fait un calcul simple. Si je voulais un certain résultat, il me fallait un certain nombre d'heures, et ces heures n'existaient pas dans mon emploi du temps visible. Elles devaient venir d'ailleurs. Je me souviens du silence de la maison à cette heure-là, un silence épais, presque physique, avec juste le bruit de la cafetière et la lumière jaune de ma lampe de bureau qui dessinait un cercle étroit sur mes feuilles de travail. Je préparais le SAT de façon méthodique, comme on prépare quelque chose qu'on ne veut pas avoir à refaire 2 fois. Chaque série de questions, chaque erreur soigneusement notée dans une colonne séparée, chaque concept revu jusqu'à ce qu'il ne soit plus une zone d'ombre. Mon frère avait passé le même examen 2 ans plus tôt. Je connaissais son score par cœur, pas parce qu'on me l'avait dit une seule fois, mais parce qu'on me l'avait rappelé suffisamment souvent pour qu'il s'imprime dans ma mémoire malgré moi. 1200. Ma famille en avait parlé pendant plusieurs semaines avec une fierté sincère. Je ne disais rien à ce sujet. Je continuais à me lever à 5 heures, à remplir mes fiches de révision, à travailler dans ce cercle de lumière jaune que personne dans la maison ne voyait parce que tout le monde dormait encore. Il y avait quelque chose d'étrangement doux dans ce secret-là. Pas de pression venue de l'extérieur, pas de regard attendant un résultat, pas de commentaires anticipés. Juste moi et le travail dans ce silence qui était presque devenu confortable. Et je n'avais pas encore dit à quiconque ce que je construisais dans l'obscurité de ces matins-là. Les résultats du SAT étaient arrivés à mardi matin, par email, à 7h15. Je me souviens très précisément de ce moment, parce que j'étais dans la cuisine, debout devant le plan de travail, encore en pyjama, avec mon mug de café dans la main gauche et mon téléphone dans la droite. Ma mère était à côté de moi, en train de chercher ses clés dans son sac, pressée comme tous les matins. J'avais ouvert l'email, lu les chiffres, et je n'avais pas réagi. Pas immédiatement. Il y avait eu comme une seconde de décalage entre voir le résultat et le comprendre vraiment, puis cette chose étrange et silencieuse dans la poitrine qui n'est pas de la joie, mais quelque chose de plus calme, qui ressemble à de la confirmation. 1590. Je n'avais rien dit à ma mère. Elle avait trouvé ses clés, m'avait embrassé sur la joue en me souhaitant une bonne journée, et elle était partie. Je m'étais retrouvée seule dans la cuisine, le café qui refroidissait dans ma main, les chiffres encore sur l'écran de mon téléphone. J'avais refermé l'application et posé le téléphone sur le plan de travail. Il y avait quelque chose de particulier dans le fait de posséder une information aussi précise sans la partager avec personne, une sorte de poids qui n'était pas désagréable, presque une forme de puissance tranquille. Je pensais au score de Marc, aux conversations de famille autour de cette table, aux regards qu'on m'avait adressés quand on parlait d'université raisonnable. Je ne ressentais pas de triomphe, je ressentais quelque chose de beaucoup plus sobre, la confirmation que le chemin que j'avais choisi n'était pas un accident et qu'il restait encore beaucoup à faire. Je m'étais préparée pour l'école sans prévenir qui que ce soit. Les dossiers de candidature, c'est une chose que personne ne te prépare vraiment à vivre de l'intérieur. On t'explique les délais, les pièces à fournir, les essais à rédiger, mais personne ne te dit ce que c'est de passer 3 semaines sur un texte de 600 mots qui doit raconter qui tu es d'une façon suffisamment authentique pour être cru, suffisamment structuré pour être pris au sérieux et suffisamment différent de plusieurs milliers d'autres textes rédigés par des gens qui veulent exactement la même chose que toi. Je travaillais sur mes essais le soir, après le dîner, quand la maison se calmait et que les bruits de la télévision depuis le salon devenaient un fond sonore lointain. J'avais une liste d'universités, pas une liste que quelqu'un m'avait suggérée, mais une liste que j'avais construite moi-même, méthodiquement, en passant des heures sur des forums, des pages officielles, des classements, des témoignages d'anciens étudiants. Stanford figurait en tête de cette liste depuis le début. Je ne sais pas exactement quand ce nom s'était ancré dans mon esprit, peut-être lors d'une conférence en ligne regardée un dimanche après-midi, peut-être dans la biographie d'une chercheuse dont le travail m'avait fasciné, mais il était là, stable et silencieux, comme une direction que je m'étais choisie sans vraiment me l'avouer à voix haute. J'avais commencé à rédiger l'essai de candidature pour Stanford un vendredi soir de novembre. Je l'avais réécrit 11 fois. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que je voulais qu'il soit juste. Pas parfait au sens académique du terme, mais vrai. La version finale, je l'avais envoyée à 2h23 du matin depuis mon bureau avec juste ma lampe allumée.
Personne dans la maison ne savait que je venais de candidater à une université que ma famille ne pensait pas à m'apporter, et je n'avais aucune intention de le leur dire ce soir-là. L'attente après les candidatures est une période étrange dont on ne parle jamais assez. Tu as fait ton travail, tu as envoyé tes dossiers, et tout ce que tu peux faire ensuite, c'est continuer ta vie ordinaire pendant que quelque chose d'important se joue quelque part dans un bureau que tu ne verras jamais. Je continuais d'aller en cours, de rendre mes devoirs, de participer au dîner de famille où personne ne savait que j'avais aussi candidaté à MIT ou que j'avais passé une semaine entière à étudier les exigences de leur programme de biochimie. J'avais envoyé ce dossier en décembre, après avoir relu chaque section une dernière fois, avec ce mélange d'espoir et de lucidité qu'on développe quand on a travaillé sérieusement et qu'on n'est tout de même pas certaine à 100% du résultat. Mon frère, qui venait d'intégrer une université d'État convenable, m'avait demandé un soir ce que je comptais faire l'année prochaine. Je lui avais dit que je regardais mes options. C'était vrai, juste incomplet. Durant cette période d'attente, j'avais commencé à recevoir des emails, confirmations de dossiers reçus, demandes de documents complémentaires, notifications diverses, que je lisais toujours en privé, souvent depuis les toilettes du lycée parce que c'était l'endroit où j'étais le plus seule dans la journée. Il y avait quelque chose d'un peu absurde dans cette image. Moi, debout entre des murs en carrelage beige, lisant des emails d'université d'élite, comme si c'était un secret que je n'avais pas encore décidé de partager. Mais c'était vraiment ça. Je n'avais pas envie que ces informations deviennent un sujet de commentaires familiaux avant que j'aie moi-même décidé ce que j'en faisais. Et quelque chose me disait qu'il fallait encore attendre un peu. La première réponse positive est arrivée en janvier. Ce n'était pas Stanford, ce n'était pas MIT. C'était une université que j'avais ajoutée à ma liste presque à la dernière minute. Une université du Midwest que j'avais incluse après avoir lu un article sur leur programme de recherche. Northwestern. J'avais ouvert le portail depuis mon téléphone, assise dans ma voiture garée devant le lycée après les cours, avec les vitres légèrement embuées par le froid de dehors. Le mot « félicitations » était là, dans un encadré bleu, et j'avais lu la phrase entière 2 fois avant d'y croire vraiment. Il y avait aussi, juste en dessous, une mention concernant une aide financière, une bourse mérite de 125 000 $, répartie sur 4 ans. Je me souviens d'avoir posé mon téléphone sur le siège passager et d'avoir regardé droit devant moi par le pare-brise, vers le parking vide du lycée, pendant plusieurs longues secondes. Pas de cris, pas de larmes, pas d'appel téléphonique à ma mère, juste ce silence particulier des moments où quelque chose de grand entre dans ta vie par une petite porte, discrètement, comme si ça avait toujours été là. La question que je m'étais posée à ce moment-là n'était pas « est-ce que je mérite ça ?» J'avais travaillé pour ça, je savais exactement pourquoi cette lettre était là. La question que je m'étais posée, c'était « qu'est-ce que je fais de ça maintenant ?» Est-ce que je rentrais à la maison et j'annonçais la nouvelle? Est-ce que je laissais cette information changer quelque chose dans les dynamiques que je connaissais depuis toujours? J'avais répondu non à toutes ces questions. Pas par orgueil, pas par rancune, juste parce que quelque chose me disait que le tableau n'était pas encore complet et que je voulais attendre d'avoir tout en main avant de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Les semaines qui ont suivi cette première réponse ont eu une texture particulière. Je portais des nouvelles dans ma poche, parfois littéralement, les emails sur mon téléphone que je relisais le soir dans ma chambre, et personne autour de moi ne savait que mon monde était en train de changer doucement de forme. Une enveloppe était arrivée par courrier à la maison en février, avec un en-tête que j'avais reconnu immédiatement depuis l'entrée. Ma mère était rentrée après moi ce soir-là, et j'avais eu le temps de récupérer le courrier avant qu'elle ne le voie. J'avais glissé l'enveloppe dans mon sac à dos sans l'ouvrir. Elle y était restée pendant 2 jours entiers. Je passais parfois la main dessus, au fond du sac, en cours ou dans le couloir du lycée, sans la sortir, sans l'ouvrir. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans cette attente que je m'imposais à moi-même. Je savais ce qu'elle contenait probablement, ou du moins j'avais une intuition forte, mais je voulais choisir le moment moi-même. Le 3e soir, assise par terre dans ma chambre avec la porte fermée, dos contre le lit, j'avais ouvert l'enveloppe de Yale lentement, presque avec soin, comme quelqu'un qui veut savourer le geste autant que le contenu. C'était une acceptation, avec une information sur une bourse mérite de 180 000 $. Je l'avais relue 3 fois, puis j'avais soigneusement replié la lettre, l'avais remise dans son enveloppe et l'avais rangée dans une pochette cartonnée au fond de mon tiroir. Ma tante Amanda avait appelé ce soir-là pour savoir si j'avais fait quelque chose pour l'université. J'avais laissé sonner. Pas d'arrogance dans ce geste, juste la certitude tranquille que cette conversation-là devait encore attendre.
Il y avait quelque chose que j'avais compris au fil de ces mois-là, sans que personne me l'ait enseigné directement. La différence entre ce qu'on fait pour être vu et ce qu'on fait parce qu'on ne peut tout simplement pas s'arrêter. Tout ce que j'avais construit pendant ces 2 années, les révisions à 5 heures du matin, les essais réécrits, les dossiers préparés en silence, je ne l'avais pas fait pour prouver quoi que ce soit à ma famille. Je l'avais fait parce que quelque chose dans mon antérieur en avait besoin comme d'air. C'est difficile à expliquer sans que ça sonne faux ou trop joli, mais c'était vraiment comme ça. En mars, une notification était arrivée sur mon portail pendant que j'étais à la bibliothèque du lycée, assise à une table du fond avec mes notes de chimie organique devant moi. J'avais ouvert la page de Johns Hopkins avec les 2 pouces, les coudes appuyés sur la table, et j'avais lu en me penchant légèrement vers l'écran. Accepté. Programme de biosciences avec une bourse renouvelable de 95 000 $. Je m'étais redressée, j'avais refermé l'application et j'avais repris mes notes de chimie là où je m'étais arrêtée. La fille assise en face de moi n'avait rien remarqué. Le bibliothécaire n'avait rien remarqué. Tout le lycée continuait à tourner normalement autour de moi pendant que je portais, silencieusement, un ensemble de décisions qui, posées sur la table ce soir au dîner de famille, auraient probablement changé la façon dont certaines personnes me regardaient. Je n'avais pas encore décidé si je voulais ce changement. Il y avait encore une chose qui devait arriver avant, quelque chose que je sentais sans pouvoir l'articuler clairement. La réponse de Princeton était arrivée un soir de la fin mars, un soir ordinaire où je faisais mes devoirs assis au bureau, avec de la musique en fond et la fenêtre entr'ouverte sur l'air froid du dehors. J'avais vu la notification, posé mon stylo et ouvert le portail calmement. Accepté. J'avais refermé l'écran et repris mes devoirs. Ce qui m'avait frappé à ce moment-là, ce n'était pas la réponse en elle-même, c'était ma propre réaction, ou plutôt l'absence de réaction spectaculaire. Je n'avais pas appelé quelqu'un, je n'avais pas pris de photo. Il y avait une pochette cartonnée au fond de mon tiroir, avec plusieurs lettres dedans que je n'avais montrées à personne, et j'y avais ajouté celle-là sans cérémonie. Ce calme-là m'avait dit quelque chose d'important sur l'endroit où j'en étais, mais je n'aurais pas pu formuler exactement quoi. Puis la réponse de Stanford était arrivée quelques jours plus tard, un soir d'avril, pendant que j'aidais ma mère à débarrasser la table. Mon téléphone avait vibré dans ma poche et j'avais continué à empiler les assiettes. J'avais attendu que ma mère aille dans le salon, j'étais allée à la cuisine sous prétexte de rincer les verres, et là, les mains encore mouillées, j'avais ouvert la notification. Je ne vais pas décrire exactement ce que j'ai ressenti parce que certaines émotions perdent quelque chose quand on les raconte trop précisément. Ce que je peux dire, c'est que je suis restée debout au-dessus de l'évier un long moment, l'eau froide qui dégoulinait encore de mes doigts sur le carrelage, et que j'ai pensé à ces matins à 5 heures, à la lampe de bureau, à chaque heure passée seule dans ce silence que personne d'autre n'avait vu. Il y avait une ligne invisible entre ce moment-là et ce moment-ci, et je l'avais tracée moi-même. Le moment qui a tout changé, je ne l'avais pas planifié. Je ne cherchais pas d'occasion pour révéler quoi que ce soit, comme dans une histoire qu'on écrit à l'avance. La vie ne fonctionne pas comme ça, ou du moins ma mienne ne fonctionnait pas comme ça. C'était fin avril, lors d'une réunion de famille informelle, le genre qui commence avec un café et finit avec tout le monde qui parle en même temps. Mon oncle avait mentionné, très naturellement, qu'il avait parlé à quelqu'un qui connaissait un conseiller d'orientation et que ce conseiller recommandait aux filles dans ma situation de regarder des programmes de 2 ans, plus pratiques, plus adaptés à ce qu'une fille, comme moi, pouvait raisonnablement espérer atteindre. Il n'avait pas dit ça avec de la méchanceté, c'était presque bienveillant cette façon de me présenter une cage en souriant comme si c'était un cadeau qu'on m'offrait. Ma tante Jessica avait hoché la tête lentement. Ma grand-mère Margaret avait regardé ses mains, et ma cousine Emma m'avait glissé un regard en biais, ce regard qu'on adresse à quelqu'un quand on sait que quelque chose ne va pas tout à fait, mais qu'on ne sait pas quoi dire. Je n'avais pas prévu de répondre, vraiment. Ce que j'avais dit ensuite n'était pas une déclaration, pas un discours, pas une démonstration préparée. C'était juste une réponse calme à une question que personne n'avait vraiment formulée, mais que tout le monde autour de cette table semblait avoir assumée depuis des années. J'avais posé ma tasse très doucement et j'avais dit simplement que j'avais reçu plusieurs admissions, que j'y avais réfléchi pendant plusieurs mois et que j'avais décidé de m'engager dans un programme doctoral entièrement financé à l'automne prochain. Pas de liste de noms, pas de chiffres, juste cette phrase posée là, entre le bruit des tasses et le silence soudain qui l'avait suivi. Le silence qui a suivi n'était pas le silence dramatique des films, avec des claquements de portes ou des voix qui montent. C'était un silence beaucoup plus ordinaire et beaucoup plus étrange à la fois.
Le silence de gens qui recalibrent quelque chose dans leur tête sans savoir exactement quoi recalibrer. Mon oncle avait regardé sa tasse, ma tante Jessica avait ouvert la bouche, puis l'avait refermée. Ma grand-mère Margaret avait dit « Ah », juste « Ah », avec une intonation que je ne lui avais jamais entendue avant. Mon frère, qui était là aussi, m'avait regardé d'une façon différente, pas avec de la jalousie ni de la fierté fraternelle exagérée, juste avec cette expression légèrement désarçonnée de quelqu'un qui réalise qu'il a mal lu une situation depuis longtemps. Ma mère n'avait rien dit dans un premier temps. Elle s'était levée pour aller chercher du café et à son retour, elle m'avait demandé, d'une voix plus douce qu'à l'ordinaire, si j'avais besoin de quoi que ce soit pour la rentrée. C'était sa façon à elle. Pas de grands discours, pas de scène émotionnelle, juste cette question pratique qui était peut-être tout ce qu'elle savait me donner ce soir-là. Je n'avais pas développé davantage, je n'avais pas mentionné les universités par leur nom, je n'avais pas parlé des bourses, je n'avais pas sorti les lettres rangées dans ma pochette cartonnée. Ce n'était pas la peine. Quelque chose dans la pièce s'était redistribué de façon douce et irréversible sans que j'aie eu besoin de l'organiser. J'avais bu mon café, la conversation avait repris sur d'autres sujets, et moi j'étais restée à ma place, la même place qu'avant, mais quelque chose en moi s'était posé sur un sol plus ferme que je n'en avais connu depuis longtemps. Les mois qui ont suivi ce soir-là ont eu une qualité que je décrirais comme du dégagement. Pas de rupture dramatique, pas de fuite, pas de tournant cinématographique, juste cette impression progressive que l'espace entre moi et certaines dynamiques que je connaissais depuis toujours commençait à s'allonger doucement, naturellement, comme quand on regarde par la vitre d'un train qui démarre et que le quai recule sans qu'on ait bougé soi-même. J'avais commencé à parler de mes projets avec ma mère, pas tout, mais des bribes, suffisamment pour qu'elle comprenne que j'avais une direction claire, suffisamment pour que cette direction soit réelle entre nous et non plus un secret à sens unique. Elle m'avait demandé un soir si j'avais peur. J'avais réfléchi vraiment à cette question, pas pour lui donner une belle réponse, mais parce que c'était honnêtement une bonne question. Et j'avais dit oui, un peu, pas peur de l'avenir, mais de ce que l'avenir impliquait concrètement. Partir, être loin, construire quelque chose dans un espace où personne ne savait déjà qui j'étais supposée être. Elle avait hoché la tête, sans commenter davantage, et ça m'avait suffi. Ma cousine Emma m'avait envoyé un message une semaine après la réunion de famille. Un message court. « Tu aurais dû leur dire plus tôt, mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. » Je n'avais pas répondu immédiatement. J'avais gardé ce message ouvert sur mon téléphone pendant des heures, en y réfléchissant sans vraiment conclure. Il y avait une vérité là-dedans. Peut-être que j'aurais dû parler plus tôt, peut-être que non. Peut-être que cette longue période de silence avait été exactement ce dont j'avais besoin pour arriver à l'autre côté sans être distraite du chemin par des regards qui n'attendaient rien. Les premières semaines sur le campus ont été déstabilisantes d'une façon que j'avais anticipée, mais que j'avais tout de même sous-estimée. Pas déstabilisantes négativement, déstabilisantes dans le sens où tout ce que j'avais été amenée à croire sur moi-même, sur ce dont j'étais capable, sur la place que je pouvais occuper dans un espace académique sérieux, tout ça devait être réajusté à une réalité qui ne correspondait pas aux prévisions que d'autres avaient formulées à ma place. Je me souviens du premier séminaire doctoral, assis autour d'une grande table dans une salle avec de hautes fenêtres, avec des gens venus de partout dans le monde qui parlaient de leurs recherches avec une aisance qui me semblait presque déconcertante. Et je me souviens d'avoir pensé, vraiment pensé, pas de façon abstraite, à ma grand-mère Margaret et à ce qu'elle avait dit sur les filles dans ma situation. Cette pensée était là une seconde, presque bienveillante, puis elle était repartie. J'avais ouvert mon carnet et commencé à prendre des notes. Le programme avait été difficile, pas d'une façon qui m'avait surprise, parce que j'avais su dès le début que ça le serait, mais d'une façon qui demandait quelque chose de profond et de continu. Il y avait des soirs où j'appelais ma mère sans trop savoir quoi dire, juste pour entendre sa voix. Il y avait des matins où le doute revenait sous une forme plus sophistiquée que celui du lycée. Mais il y avait aussi des moments où tout se connectait d'une façon que je n'avais jamais connue avant, où le travail prenait un sens qui semblait presque physiquement réel. À la fin de ma première année, j'avais été nommée membre de Phi Beta Kappa. Je l'avais appris par email un soir ordinaire dans mon appartement, et j'avais souri, un sourire tranquille, pour moi seule, sans l'envoyer à personne. Je ne suis pas sûre de savoir exactement quand j'ai arrêté de penser à ce dîner de famille comme à quelque chose qui avait besoin d'être réconcilié.
Pas guéri, pas réparé, juste posé quelque part, à une distance raisonnable, sans qu'il continue d'occuper de l'espace dans ma vie quotidienne. Ça s'est fait progressivement, sans que je le décide vraiment. Il y a eu un moment, vers la fin de ma 2e année de doctorat, où je me trouvais dans une salle de conférence à écouter une chercheuse que j'admirais depuis des années présenter ses travaux. J'étais assise parmi des dizaines de personnes venues du monde entier, mon carnet ouvert sur les genoux, un café dans la main, et j'ai réalisé, sans chercher à le formuler, juste comme une évidence, que j'étais à ma place dans cette pièce. Pas parce que quelqu'un me l'avait accordé, pas parce que j'avais prouvé quoi que ce soit à qui que ce soit, simplement parce que j'avais fait le chemin nécessaire pour y être. Cette pensée n'avait rien de triomphant, elle était juste vraie. Ma famille et moi, on se voit encore, les dîners existent encore, la nappe blanche parfois froissée, les voix qui se chevauchent. Certaines choses ont changé dans la façon dont on se regarde, subtilement, sans que jamais personne ait prononcé les mots qui expliqueraient ce changement. Mon oncle m'a demandé une fois, sincèrement, en quoi consistaient mes recherches. J'ai répondu simplement, pas longtemps, juste ce qu'il fallait. Il a écouté d'une façon que je ne lui connaissais pas avant, et ça m'a suffi. Je ne rejoue plus ces anciennes scènes à la recherche d'une version différente. Ce qui s'est passé exactement comme ça devait se passer pour que j'arrive là où je suis. Et là où je suis, ce n'est pas un endroit que je peux résumer en un titre ou en un chiffre. C'est juste une vie que j'ai construite dans le calme, en commençant par des matins à 5 heures et en continuant encore, surtout quand personne ne regardait.